De l'Afrique à l'Europe en passant par l'Asie, l'Amérique et l'Océanie, la géopolitique reste une question complexe et une question de grande écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Géopulse. Avec vous, nous allons décortiquer, décrypter l'actualité des relations internationales. Nous allons parler aujourd'hui de la crise au Moyen-Orient. Nous allons évoquer aussi des questions liées à l'Afrique. Au Moyen-Orient, nous parlerons de la guerre entre l'Iran et Israël, des causes profondes de cette guerre. En Afrique, nous évoquerons l'éternisation des dirigeants au pouvoir. Avec moi ce soir, Mathurin Acha. Bonsoir. Bonsoir, Modeste Dossou. Bienvenue avec nous sur cette émission de géopolitique. Vous êtes un journaliste béninois, spécialiste des questions de géopolitique. Merci d'être avec nous pour décrypter l'actualité internationale. C'est moi. Alors, nous allons tout de suite commencer, chers amis téléspectateurs, pour évoquer la question au Moyen-Orient. La guerre profonde au Moyen-Orient, qu'est-ce qui a causé cette guerre? Est-ce que, selon vous, Mathurin Acha, les justifications évoquées par Israël et les États-Unis sur la question nucléaire sont réelles ou il y a une autre cause profonde de cette guerre? Le conflit au Moyen-Orient n'est pas un conflit qui date d'aujourd'hui. Je crois que la décision d'Israël d'attaquer maintenant peut être stratégique, mais liée aux raisons profondes, aux causes, je ne crois pas que ça soit forcément vérifié, parce que l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AEA, qui est une institution spécialisée de l'ONU, qui contrôle le programme nucléaire iranien, n'a pas évoqué des raisons qui concordent avec ce que Israël dit. Même des rapports du Pentagone, des rapports des renseignements américains ont remis en cause également ce que Israël a dit. L'Iran n'est pas forcément à deux doigts de se doter de la bombe nucléaire comme l'estiment les Israéliens. Mais la guerre ou le conflit, le bras de fer entre ces deux pays-là ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que le gouvernement israélien, et à travers son premier ministre Benjamin Netanyahu, a certainement trouvé l'occasion, comme de l'autre côté, à Gaza, on tend peut-être vers une paix probable qui se profile à l'horizon. Il trouve peut-être l'occasion d'ouvrir un autre front, parce qu'on sait que là-bas, en Israël, il faut que la guerre se poursuive pour que lui puisse rester au pouvoir. Mais vous pensez que surfer sur la terreur pour pouvoir maintenir une certaine force au Moyen-Orient, c'est l'idéal que Israël vise? Bon, je ne maîtrise pas forcément les causes profondes au niveau des institutions internes à l'État hébreu, mais ce que je peux dire, c'est que les Israéliens sont dans une dynamique de se faire respecter dans la région. Et ils l'ont toujours dit, l'Iran, la République islamique d'Iran avec une bombe nucléaire, c'est plus que les États-Unis de la région. Et il faut tout faire pour empêcher cet État-là de se doter de Mais l'arme pourtant, nucléaire. Israël a l'arme nucléaire, même si Israël n'a jamais reconnu avoir l'arme nucléaire. Est-ce qu'il ne s'agit pas un peu du deux poids, deux mesures? Non, c'est une affaire de rapport de force. Israël a le soutien des États-Unis. Et les États-Unis, traditionnellement, ne sont pas alliés de la République islamique d'Iran. Donc, en tant qu'alliés, vous avez constaté que les États-Unis sont parfaitement intervenus pour frapper l'Iran. Ça montre combien de fois on est déterminé à soutenir ses alliés. Reste à savoir, est-ce que l'Iran aujourd'hui reste une république aussi déterminée? A-t-elle encore les moyens pour aller loin? Bon, peut-être dans les prochains jours. Oui, mais en parlant d'alliés, on se souvient quand même lors de l'invasion de l'Iran par l'Irak, l'Iran s'était retrouvé seul. Et cette fois-ci, est-ce que vous pensez que le silence du monde arabe, par exemple, par rapport à cette guerre contre l'Iran, n'est pas coupable? Modeste Dossou, ça ne devrait pas nous étonner parce que vous voyez ce qui se passe à Gaza. Je fais un lien rapide. Ce qui se passe à Gaza, c'est le même monde arabe. Mais ce monde arabe, pour moi, n'existe plus depuis plusieurs années déjà. Parce que vous voyez l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Voilà des pays, même l'Égypte, la Turquie, voilà des pays qui pèsent dans les relations internationales, notamment, s'il faut parler du monde arabe, notamment la paix au Moyen-Orient. Mais ces pays aujourd'hui sont divisés par des intérêts économiques. Il y a des gens qui préfèrent leurs alliances avec les États-Unis. Il y a d'autres qui préfèrent faire le commerce du pétrole. Il y a d'autres qui ont d'autres intérêts géopolitiques et stratégiques. L'Iran, dans ce que j'appelle Tohu Boula, s'est retrouvé seul. Aujourd'hui, l'Iran peut peut-être compter sur la Chine, qui est un allié traditionnel, sur la Russie, qui est également un allié traditionnel, mais qui ne sont pas forcément très actifs dans la région.
Aujourd'hui, on peut voir clairement que bon, l'Iran essaie d'envoyer des émissaires sur ces pays-là, mais Poutine, qui est déjà épuisé par la guerre en Ukraine, n'oserait même plus mettre son armée à disposition pour soutenir Oui, mais l'Iran. en parlant de la Russie, l'Iran a estimé que cette discussion avec le président russe était suffisamment cordiale, était bien constructive. Et je pense que selon ce que le ministre iranien Les affaires des étrangères. Affaires étrangères a évoqué au niveau lors de la rencontre avec le président russe, il était quand même suffisamment fier et suffisamment content de cette discussion. Est-ce que les États comme la Russie, qui ont dit que l'Iran n'a pas fait une demande d'assistance, est-ce que lorsque l'Iran aurait fait une demande d'assistance, est-ce que la Russie interviendrait militairement? Bon, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Les accords de défense, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aspects techniques dedans. Quand je ne connais pas les dessous de l'accord, mais le président russe l'a déjà dit que les amis iraniens n'ont jamais fait de demande dans ce sens. Et l'accord ne notifie pas peut-être que quand l'autre est attaqué, comme l'article 5, le fameux article 5 de l'OTAN, Oui. quand l'autre est attaqué, il faut venir en son secours. L'accord ne notifie pas ça. Et c'est ce que j'ai évoqué précédemment. Je ne vois pas aujourd'hui la Russie dans une dynamique de soutenir quelqu'un qui est en guerre. Vous avez vu, Bachar al-Assad n'a pas pu compter sur la Russie. Il y a plein d'autres pays de la Donc sous-région qui n'ont pas pu vous compter sur la estimez Russie. que les alliances ne sont pas toujours les mêmes dans les guerres, dans les conflits, selon les intérêts géopolitiques. Bon, pas forcément ça, mais ça dépend de quel pays on parle. La Russie étant déjà sur d'autres fronts, ne peut plus s'engager sur un autre front où ça se retrouve, où elle va notamment croiser les États-Unis. Je crois que ça devient un peu plus complexe pour Poutine. D'accord, je comprends. Merci beaucoup, Monsieur Mathurin Acha. Nous avons un peu décrypté cette actualité au Moyen-Orient, vivement que elle évolue vers une paix certaine. Nous allons revenir en Afrique, chers téléspectateurs, pour évoquer l'éternisation de plusieurs dirigeants sur leur fauteuil présidentiel. Monsieur Mathurin Acha, qu'est-ce qui explique l'éternisation des dirigeants sur leur fauteuil quand on sait que la plupart de ces dirigeants sont quand même d'un certain âge? La question en Afrique, elle est courante. S'éterniser au pouvoir, c'est ce qu'il y a de mieux en Afrique. Parfois, je refuse de condamner les dirigeants parce que la population ou les peuples parfois sont complices de ce qui se passe. Je ne pense pas que vous puissiez voter, par exemple, c'est un exemple que je prends, vous ne pouvez pas voter contre quelqu'un à 90% et le lendemain, on va déclarer la personne élue. Je ne crois pas. On a vu des exemples dans plusieurs pays où aujourd'hui, les Africains doivent comprendre. Il ne suffit plus d'aller voter. Il faut voter, mais il faut suivre son vote. C'est important. Je prends le cas du Sénégal. En 2024, le Sénégal nous a donné une leçon de démocratie. On n'a plus forcément besoin d'être au pouvoir avant on n'a plus besoin, on peut être dans l'opposition et gagner au fait. C'est Oui, mais ça la réalité. quand vous dites Ceux au qui peuple de s'éternisent, surveiller leur vote, je ne vous coupe pas, mais je vous dis, quand vous demandez au peuple de surveiller leur vote, on a vu en Côte d'Ivoire où des peuples se sont soulevés pour dire on n'a pas voté tel ou tel, mais à la fin, il y a eu des violences, des morts, même en Côte d'Ivoire lors des dernières élections. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de réclamer son vote, de réclamer la vérité? Non, bon, je vais finir avec ma logique. Le truc, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, la situation, elle est un peu différente. La crise ivoirienne remonte il est vrai, la dernière en 2010-2011, mais trouve déjà ses racines depuis 2002 ou 2000. Surveiller son vote veut dire quoi? Si vous venez, vous rentrez vous votez, vous repartez. Mais si vous attendez demain qu'on vous donne les résultats, mais vous vous trompez. Parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas vocation à laisser le pouvoir. C'est à vous. Maintenant, si vous estimez que par la voie des unes, vous voulez faire le changement, mais vous revenez à l'heure de clôture et vous suivez votre vote. Vous avez vu, au Bénin ici, personne ne peut démentir. Ce qui s'est passé en 2016 aussi, c'était une leçon de démocratie également. Il y en a qui ont énormément dépensé, il y en a qui ont peut-être dépensé moins. On a vu ce qui s'était passé lors de la faveur électorale, mais les résultats n'ont forcément pas sorti ce que les gens estimaient. Parce que déjà à 16h, 17h, 18h, les résultats se sont retrouvés presque sur les réseaux sociaux. Et quand c'est comme ça, les instances en charge des élections, les instances électorales n'ont plus, si entre-temps,
elles pouvaient être manipulées, elles ne pourront plus. Donc vous estimez que le peuple doit rester après le vote Le sur peuple doit place rester jusqu'à la fin vigilant, du vote? pas forcément sur place, mais on peut repartir, mais revenir surveiller son vote, c'est important si on veut réaliser le changement. Surtout à l'aide du numérique, commencer à peut-être évoquer certains votes. Vous savez que le code du numérique, par exemple, au Bénin, pourrait punir, par exemple, certaines personnes qui divulguent ces informations. Comment pensez-vous, par exemple, il y a une élection en vue en Côte d'Ivoire, comment pensez-vous que les électeurs pourraient surveiller leur vote? Bon, surveiller le vote, c'est pas forcément tordre le cou à la loi. Je crois que cette même loi qui permet aux populations, mais aux citoyens d'aller voter, leur donne également le droit de surveiller leur vote. Ce n'est pas antinomique. Donc vous estimez quand même que le peuple peut faire en sorte, peut peser, peut mettre la pression aux commissions électorales pour pouvoir mieux donner les résultats crédibles. Qui choisit ses dirigeants si ce n'est pas le peuple? Les instances en charge des élections sont juste là pour faire le lien entre le peuple et les institutions, c'est tout. Elles sont chargées de collecter les votes et de donner les résultats. Mais en Afrique, on a constaté que parfois, on organise des élections. C'est toujours de la contestation. Je n'ai pas envie d'utiliser certaines expressions sur votre plateau. Mais parfois, ce n'est pas forcément ce qu'on attend qui sort finalement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut réformer peut-être les commissions électorales, la manière dont nous votons ou la manière dont nous donnons les résultats en Afrique? Est-ce qu'il ne faut pas harmoniser ou trouver un moyen de réformer cela pour qu'il n'y ait plus trop de tricherie? L'Afrique, je pense que l'Afrique n'a pas de problème de test. L'Afrique a des problèmes d'hommes. L'Afrique n'a pas de problème de test, l'Afrique a des problèmes d'hommes. Et nous allons profiter de ça pour parler de la candidature probable du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a promis de réfléchir, de donner sa réponse après la sollicitation de son parti. Et mesdames, messieurs, Mathurin Acha va décrypter pour vous cette partie de l'actualité. Dites-nous, Mathurin Acha, que pensez-vous de cette réponse du président ivoirien? Bon, ceux qui invitent le président Alassane Draman Ouattara à se représenter savent bien que ce n'est pas légal. Il faut être honnête. C'est pourquoi je parlais du peuple. Ceux qui invitent Ouattara aujourd'hui à se porter candidat savent que même, parce que tout ce qui est légal n'est pas forcément licite. Ou légitime. Alassane Ouattara a déjà fait 3 mandats. Aujourd'hui, on l'invite à faire un 4e mandat. À quel âge? Un 2e mandat d'une autre république. Il ne faut pas oublier ça. C'est un débat du juridisme que je n'aime pas faire parce qu'au Bénin, on a une constitution qui dit que vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats de votre vie. Oui, mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans la constitution. Non, c'est pour vous dire quoi? Ceux-là n'ont pas la volonté d'éclairer cet aspect-là. Les États-Unis, leur constitution date de quelle année? Donc vous estimez que c'est fait à dessein. Vous estimez que c'est fait à dessein pour que le président puisse continuer à modifier tant qu'il veut. C'est votre interprétation, mais ce que je continue de croire, c'est quoi? En Afrique, on laisse peut-être des hommes diriger comme ils ont envie de diriger, mais les tests sont clairs. Quand on dit 2 mandats, c'est de votre vie, on n'a même pas besoin de préciser. Mais quand on dit, quand Ouattara revient, est-ce qu'il refuse le thème de président de la République? Mais la Constitution dit 2 mandats. 2 mandats, c'est 2 mandats. Est-ce que la République, là, quand on crée une nouvelle République, on sort de la Côte d'Ivoire, on va au Ghana? C'est pourquoi quand je vois des intellectuels sur des plateaux défendre ces candidatures, je dis, mais là, ce sont des criminels. Si nous envoyons nos enfants à l'école pour que ceux-là les forment, c'est grave. D'accord, Monsieur Acha, que pensez-vous que la CEDEAO, par exemple, pourrait faire pour presser Monsieur Alassane Ouattara à ne pas briguer un 4e mandat, comme vous le dites, ou un 2e mandat d'une nouvelle république? Non, la CEDEAO n'a pas une force contraignante. La CEDEAO a déjà annoncé une mission préélectorale qui va se dérouler certainement dans les prochaines semaines. Mais vous savez, le problème au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est toujours le même. Quand je regarde cette Côte d'Ivoire aujourd'hui qui vient à peine de sortir d'une crise profonde qui a tellement divisé le pays, et que ce qui me saigne le cœur, c'est quoi? Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est celui-là qui a été au cœur de toutes les crises en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a été victime de l'exclusion même. C'est de lui qu'est venu l'ivoirité, il serait burkinabé, il serait Sisi. C'est lorsqu'il voulait se présenter. Justement, pas mais lui, en fait. Non, mais il faut contextualiser les choses. Il faut que Laurent Gbagbo, à qui on refuse aujourd'hui d'être candidat, il faut que ce Laurent Gbagbo-là prenne un décret pour dire que ce monsieur peut aller aux élections. Pour que cette situation soit décantée. Mais c'est bizarre que ce soit lui-même aujourd'hui qui cautionne la chose. C'est pourquoi je dis l'Afrique n'a pas de problème de test.
Ce Ok. sont les hommes. Monsieur Mathurin Acha, merci beaucoup. L'Afrique n'a pas de problème de test, l'Afrique a de problème d'hommes. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé géopolitique aujourd'hui. Nous sommes partis du Moyen-Orient, nous avons parlé des causes profondes de cette guerre entre l'Iran et Israël. Nous sommes revenus en Afrique où nous avons parlé de l'éternisation des politiques au pouvoir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Géopulse, c'est tout pour ce soir.